Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les fidèles musulmans fêtent aujourd'hui Tabaski ou l'Aïd el-Kébir en référence au sacrifice d'Abraham. À Lomé, une prière musulmane a eu lieu à la mosquée centrale. Début aujourd'hui dans la causa des luttes traditionnelles et voilà en pays kabien. Pendant une semaine, les jeunes vont se rivaliser d'ardeur pour cette pratique ancestrale. Lomé, conteneur terminal, LCT élargit son espace. Cela va contribuer sûrement à créer des emplois au port de Lomé. La Chine et les États-Unis sont deux grands pays. Il est donc nécessaire pour les deux de maintenir des échanges normaux. C'est la déclaration du Chinois Wang à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Seront-elles en quart de finale de la CAN Maroc 2022? L'ambition du Togo face à la Zambie ce soir à partir de 20h a pour nom victoire. À l'occasion de la fête de Tabaski, aujourd'hui, le chef de l'État, Faure Essozona Gnassingbé, a adressé ses vœux au roi et chef d'État du monde musulman. Edmond Sogba. Et c'est pour moi un insigne honneur d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'Aïd el-Kébir qui rappelle le sacrifice offert par Abraham à Allah en cette circonstance privilégiée de communion et de partage dans la vie de tout fidèle musulman. Il me plaît de former pour vous-même et tous les membres de votre famille mes ardents vœux de santé et de bonheur. Que la grâce d'Allah soit avec vous afin que les actions entreprises sous votre impulsion permettent à votre pays de consolider les importants progrès réalisés ces dernières années. En implorant la paix et la prospérité sur votre beau pays et son peuple, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Faure Essozona Gnassingbé, Président de la République togolaise. Ce même message est adressé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Arabie Saoudite, Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Algérie, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Nguele, Djibouti, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi, Égypte, Son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Gabon, Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Gambie, Son Excellence Monsieur Lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, Guinée, Son Excellence Monsieur Joko Widodo, Indonésie, Son Excellence Monsieur Bahram Sali, Irak, Son Excellence Monsieur Ibrahim Raisi, Iran, Sa Majesté Abdallah II, Jordanie, Son Altesse Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Koweït, Son Excellence Monsieur Colonel Assimi Goïta, Mali, Sa Majesté Mohamed VI, Maroc, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Khaswani, Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Niger, Son Excellence Monsieur Muhammadou Bouhari, Nigeria, Son Excellence Monsieur Arif Alvi et Pakistan, Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Palestine, Son Altesse Cheikh Tamib Ben Ahmed Al Thani,
Qatar, son Excellence Monsieur Abdel Fattah al-Burhan, Soudan, son Excellence Monsieur Bachar al-Assad, Syrie, son Excellence Monsieur Gal Muammar Idriss Déby, Tchad, son Excellence Monsieur Kaïs Sayed, Tunisie, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Turquie, son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Union des Comores, et son Excellence Madame Samia Saloubou, Tanzanie. L'Aïd el-Kébir ou l'Aïd Adha, ou fête du mouton, est donc la fête la plus importante dans la religion musulmane. Cette fête annonce chez les fidèles de Mahomet le nouvel an. C'est donc le mois de janvier pour comparer avec le calendrier grégorien ou chrétien, et c'est la nouvelle année 1443 du calendrier islamique, ce qui correspond à l'an 2022 chez les chrétiens. Encore appelée fête de sacrifice, Tabaski a lieu le 10e jour du mois lunaire d'Où al-Hijja, un mois sacré. C'est en souvenir de cette dévotion d'Abraham ou Ibrahim à son Dieu que les familles musulmanes sacrifient un animal. Cela peut être un mouton qui a 6 mois déjà, la chèvre ou un bœuf qui a 2 ans, ou encore le chameau de 5 ans. À Lomé, le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma, a présidé la prière à la mosquée centrale. L'imam Abdul Baki Mahmadou a prié pour le Togo. سمع الله لمن حمده
À l'issue de cette prière, un message de la communauté musulmane a été adressé au chef de l'État Faure Essoumana Gnassingbé et au peuple togolais. Inoussa Bouraïma, président de l'Union musulmane du Togo. Après la prière rituelle de Tabaski, suivie d'invocations de circonstances, je voudrais, pour ma part, remercier très sincèrement le chef de l'État qui a été toujours à nos côtés lorsque son agenda le permet. Le chef de l'État nous a toujours assistés, surtout en période difficile, notamment pendant le jeûne de Ramadan et pendant les périodes de pèlerinage. Particulièrement, vous le savez, cette année, le pèlerinage a été très difficile. Ça a anormalement surenchéri et le chef de l'État a payé les frais accidentaires. Le chef de l'État se bataille dans la sous-région à cause des mots que vous connaissez. C'est le terrorisme, le djihadisme, qui s'associe à une situation mondiale, Covid-19, les changements climatiques et pour remplir ce tableau malheureux, la guerre russo-ukrainienne. Et le chef de l'État, comme tous les autres chefs d'État du monde, se bataillent pour que notre pays soit toujours en paix. Tous les Togolais sont témoins de ce que le chef de l'État fait, notamment pour sa lutte pour l'émergence de notre pays. Tous les musulmans s'exhortent mutuellement et exhortent les autres croyants à toujours implorer Allah pour le pardon. Le Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qu'il nous gratifie de sa miséricorde. Un bélier blanc, bien cornu, a été immolé par Abdul Baki Mamadou, un des imams de la mosquée centrale de Lomé. À l'intérieur du pays, la même prière a été dite. D'abord, l'étape de Cinquancé avec Blimpo Bolja. Les musulmans de Cinquancé ont prié ce 9 juillet à plusieurs endroits, marquant la célébration de la grande fête du sacrifice, la Tabaski, sous la direction de leur imam, El Hagi Kwanda Isaka. Les fidèles de la communauté sunnite étaient, quant à eux, dans la grande clôture de la douane, avec à leur tête El Hagi Ayuba Issa. On notait également d'autres lieux de prière, notamment les quartiers Siemé, Pizosko, Komologo, l'école centrale, le lycée et les pépé Peul. Partout, les imams ont expliqué le sens de la fête de la Tabaski, puis ont rendu grâce à Allah pour ses multiples bienfaits à l'égard de l'humanité. Ils ont prié pour que le Seigneur, le Tout-Puissant, épargne du Togo tout trouble pour que la sérénité règne dans le pays. Le commandant Yanani Tiekab, préfet de Cinquancé, a assisté à la prière de Cinquancé, Blimpo Bolga, agent de presse pour Radio Lomé. À présent, l'étape d'Atakpamé avec Boudjuma Kevin. À Tapamé, la prière s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Ayewadan, du préfet de Logou Akako Edo, des maires de la préfecture de Logou, des autorités traditionnelles, administratives et militaires. À l'occasion, l'imam central El Hadji Garba a dans son sermon invité les fidèles à cultiver et promouvoir au quotidien la paix, l'union, le vivre ensemble, la tolérance, le pardon et le partage. Il a prié pour la paix au Togo et dans le monde entier. Il a également loué et imploré la protection et la bénédiction d'Allah sur le chef de l'État Faure Gnassingbé, les membres du gouvernement ainsi que sur toutes les autorités du Togo. Il a prié pour que règne la paix, le vivre ensemble et la cohésion entre les fils et filles du Togo pour ensemble travailler et œuvrer pour le développement de la nation togolaise, un héritage commun à préserver pour le bien de tous. À la fin de la prière, l'imam a immolé un bélier, donnant ainsi le ton aux fidèles de tuer leurs bêtes pour la fête. Le président de l'Union musulmane du Togo, section Ogou, El Hadji Ayenou Moussafa, a situé le contexte de cette célébration et remercié les autorités, en l'occurrence le chef de l'État Faure Gnassingbé, qui, en dépit de la pandémie de la Covid-19, a autorisé la communauté musulmane de commémorer cette fête qui revêt une importance capitale dans la religion musulmane. Gardez de presse à Tapamé, Undima Kevin pour Radio Lomé. Pour cette Tabaski, lors de laquelle un mouton est égorgé au Mali et au Tchad, de nombreuses familles peinent à acheter leurs moutons en raison de prix plus élevés que jamais. Se calculer, angoisser, voire s'endetter pour payer un mouton. Au Mali, le problème se pose à chaque Tabaski, mais cette année, les prix se sont envolés donc, et parmi les causes principales figure l'insécurité.
Tabaski au Niger, lors de cette fête, des familles partagent un mouton sacrifié le jour même. Au-delà de la question des coûts qu'engendrent ces célébrations et qui pèsent sur les budgets des familles, plusieurs organisations de la société civile nigérienne alertent sur la consommation excessive de bois pour les grillades. Le chef de l'État, Faure Essezonia Singbe, a procédé ce matin même à l'ouverture officielle de la lutte traditionnelle Evala en pays kabien. Et avant d'en parler dans ce journal, nous allons parler d'abord d'un magazine, les Evala, qui ont démarré aujourd'hui dans la préfecture de la Kouza et le temps a été donné. Les rites ont commencé par le souverain prêtre. Le prêtre, sacrificateur, comme on l'appelle, et son nom, c'est Tchojo. C'est ce nom qui intéresse Alisbeth Barandao, notre envoyé spécial. Les Evala se déroulent au mois de juillet. Avant leur début, certaines cérémonies sont exécutées selon la tradition. On parle de la descente de Tchojo, le souverain prêtre sacrificateur, le vendredi soir à Pialao, une semaine avant les luttes. Il exécute certaines cérémonies. Le lendemain, il va dans le marché de Maza, circule et prend quelques denrées pour aller présenter ses prémices aux ancêtres afin d'implorer leur bénédiction pour de bonnes pluies et de bonnes récoltes. En pays kabien, ce personnage est très respecté. Qui est-il et comment est-il désigné? Abse Pasile, chef village Lama Nyangbade. Le prêtre personnel n'est pas désigné. Il n'est non plus choisi, comme on fait des consultations populaires pour choisir les chefs. Les prêtres traditionnels, ils s'habillent des peaux de bêtes, sauvages ou domestiques. Quand on tue un animal, on enlève la peau, on la tanne bien et on se fait un caleçon. Et le prêtre traditionnel que je porte. Et le reste de sur son corps, il ne fait que mettre les peaux de bêtes jusqu'à son sac. Alors, quand ce sacrificateur meurt, comment procède-t-on pour le remplacer? Quand celui qui assumait le rôle du prêtre traditionnel meurt, il y a quelqu'un dans la famille, un enfant, son enfant ou bien son petit frère, ou bien, s'il n'y en a pas, un membre de la famille ou bien du clan, devient automatiquement prêtre traditionnel appelé Tchojo. Les prêtres traditionnels ne se désignent pas, ne se choisissent pas, mais c'est une succession. Et souvent, les maisons où on a des prêtres traditionnels, c'est un peu miraculeux puisque le Ogolomien, le fétiche lui-même, choisit sa maison et il prend une personne qui sort, va rester dans le fétiche, on ne le voit pas. On le cherche, on ne le trouve pas. Et c'est le Ogolomien lui-même qui fera ces miracles qu'on puisse le trouver dans le fétiche. Et à partir du moment qu'on le trouve dans le fétiche, c'est que on sait en même temps que le fétiche l'a choisi pour être prêtre traditionnel. Donc on lui fait des cérémonies et il commence son travail. La maison dans laquelle il y a prêtre traditionnel, si le prêtre meurt, on ne va pas changer de maison pour choisir quelqu'un. Est-ce qu'une femme peut-elle jouer le rôle de prêtre sacrificateur? La femme ne peut pas être prêtre traditionnel. À cause de sa menstruation, on la traite comme impure. Or, les fétiches, les agolomats veulent ce qui est pur, pas de saleté. Donc, c'est l'homme qui est pur. C'est lui qui peut s'approcher des agolomats, des fétiches. Et que si vous voyez, si vous constatez, il y a certains rites, certaines cérémonies et certains produits, même quand on veut les écraser, on ne donne pas ça à la femme d'écraser. La femme en menstruation ne doit pas écraser certains produits. C'est aussi comme ça que la femme ne doit pas aller dans les fétiches parce qu'elle passe les règles. Donc dans des cérémonies, souvent c'est des filles qui n'ont pas l'âge de menstruation qu'on prend pour des cérémonies quelconques dans des fétiches et dans des lieux saints. Nous aurons à retrouver Alisbeth Barandao en fin de ce journal au sujet du coup d'envoi des Evala ce matin à Pia. Lomé, conteneur terminal LCT s'agrandit. Les travaux d'extension du terminal ont été officiellement lancés hier sur son site. Il est question d'élargir l'espace de stockage de conteneurs. Bakom Johnson.
Effectivement, dans le but de répondre efficacement aux demandes qui ne cessent d'accroître, les responsables de Lomé Conteneur Terminal LCT ont approuvé ce projet d'extension qui permet d'agrandir l'espace de stockage et créer ainsi des emplois directs et indirects. Rachid Bao, directeur général du LCT. Nous avons dépassé le cap de 1 million de conteneurs en un an en 2021. Et les prévisions sont que les volumes vont augmenter. La ligne maritime MSC, qui est notre actionnaire, va augmenter son capacité avec 41% dans les années qui vont venir. Donc ça veut aussi dire qu'ils ont besoin de capacité portuaire. Donc il y a une nécessité de pas seulement investir dans les navires pour le MSC, mais aussi dans la capacité portuaire, et c'est ce que nous faisons. Pour le ministre Kokou Tengue, en charge de l'économie maritime, ce projet répond à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous voyons la concrétisation d'un mariage réussi. Mariage entre la vision du président Faure Gnassingbé et celle du groupe MSC qui a des capacités opérationnelles en termes de construction et de manutention des ports. La décision du conseil d'administration de LCT d'investir dans notre pays 50 millions d'euros pour faire des travaux d'extension est le signe de la foi des investisseurs étrangers en l'économie togolaise. C'est aussi la concrétisation que les réformes faites en matière de climat des affaires portent déjà leurs fruits et donnent confiance aux investisseurs étrangers. Et c'est aussi le gage du fait que notre port va garder sa position de premier port à conteneurs dans l'Ouest africain. Il s'agit pour les responsables du LCT d'honorer leur engagement, notamment garantir la fluidité des opérations de livraison et de réception des marchandises. Les travaux se feront sur un espace de 5,65 hectares avec un coût total de 50 millions d'euros, soit plus de 32 milliards de nos francs CFA. Un mot en international, la réunion du G20 a débuté hier pour le ministre chinois des Affaires étrangères. Son pays et les États-Unis sont deux grands pays et il est donc nécessaire pour les deux de maintenir des échanges normaux. Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que cette relation continue à progresser sur la bonne voie, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. La rencontre Anthony Blinken-Wang Li est un des temps forts de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient depuis hier à Bali, en Indonésie. De son côté, Anthony Blinken a déclaré espérer un dialogue constructif. Revenons au Togo pour parler des femmes au métier des hommes. Femmes policières, c'est ce volet que Radio Lomé vous propose aujourd'hui dans la série consacrée à la Journée internationale de la femme africaine. Marie-Claire Pagnou est allée à la rencontre de Geneviève Amenyaglo. Elle est policière à la retraite. Comment arrive-t-elle à concilier vie professionnelle et vie familiale pendant qu'elle était en activité? C'est le contenu du magazine. Âgée aujourd'hui de 66 ans, l'ex-policière Geneviève Amenyaglo partage son expérience familiale. J'ai fait 30 ans de service, 15 ans à la maison, avec et mon mari et mes enfants. Veut dire 15 ans au service, tu es de garde, aujourd'hui tu descends, ainsi de suite. Alors donc c'est un peu difficile, surtout au niveau des couches. Comment s'en sortir avec les problèmes de nourrisson, quand bien même nous prenons les 14 semaines de congé de maternité. Je crois que c'est un peu insuffisant pour nous, les corps habillés féminins. On jongle comme ça avec des petites domestiques ou soit des parentes. Je fais la sauce déposée et puis quand je ne suis pas là, la domestique fait la pâte ou le riz, ça dépend de ce que le mari veut. Mais on s'entend premièrement avant que je n'aille au service. Personnellement, c'est pénible. Raison pour laquelle j'ai fait une seule fille à cause des difficultés que je rencontrais dans les couches. L'éducation de ma fille, ça a été pénible. En ce sens que son père aussi est du corps médical. Au même moment où je suis de garde, par coïncidence, il pouvait être de garde aussi. Ça n'a pas été facile. Donc, on a du recours aux parentes, les proches qui restent avec moi, qui suivaient l'enfant. Malgré les difficultés rencontrées, Geneviève Amenyaglo se réjouit d'avoir réussi. Aujourd'hui, je me dis que c'est un succès pour moi parce qu'il n'y a pas eu de plainte de la part du mari. Et également au niveau du service aussi, moi je me dis que j'ai réussi. Sinon, je n'allais pas travailler jusqu'à avoir ma retraite. C'est avec un consensus avec mon mari que je suis arrivé quand même à gérer les deux.
Elle exhorte donc ses consoeurs à lui emboîter le pas. Je ne peux que exhorter d'autres femmes qui font métier de garçon là. C'est difficile, mais on est contraint à le faire. Il faut un peu de courage seulement, on s'en sort. Quand on est femme policière, il faut que vraiment tu t'entendes avec ton mari. Sinon, tu ne peux pas. Oui, mais quand tu fais telle fonction, je crois qu'à la veille déjà, tu te prépares. Et pour les enfants, et pour ton époux. Si à la sauce, par exemple, la domestique fait la pâte. Mais il ne faut pas tout laisser à la portée de la domestique ou bien de la servante. Donc, L'autonomisation de la femme et la politique genre ou égalité des sexes exhortent de nos jours les femmes à relever le défi en embrassant les métiers autrefois réservés aux hommes. Exagération, les revendeurs en face du CHU Sylvanus Olympio n'ont pas de sentiment, dirait-on. Pour un article coûtant 1000 francs CFA, il est vendu parfois 2 fois plus cher en face du CHU Sylvanus Olympio. Alirou, Rakibou, Nathalie, Banege sont allés aux informations. Acheter un produit d'urgence pour les besoins du CHU Sylvanus Olympio revient cher. Les plaintes ne cessent de s'amplifier. Les prix au bord sont plus élevés que les prix en dehors de l'hôpital. Pourtant, c'est en face que les prix devaient être plus rabaissés pour soulager au moins ceux qui sont à l'hôpital. Je voulais payer tout pour mon enfant. Avant, on vendait ça à 500. Maintenant, je suis venu à l'hôpital, on me dit que c'est à 700. Pour les petites assiettes là, parce qu'ils savent que vous avez besoin de ça, toute urgence là, ils augmentent l'argent. Bon, normalement, le marché là ne devait même pas rester ici. C'est trop coincé, c'est pas prudent. Les produits pour les soins des enfants, des nouveau-nés, que ça coûte cher, plus que ce que se vend au marché. Ils essaient d'agir sur la psychologie des autres, parce que la personne est dans le besoin d'urgence. Il ne peut pas aller loin. Si on lui donne le prix, il est obligé d'acheter. Ce n'est pas bien. Nous qui sommes chez les malades, on en souffre. Les commerçants rencontrés sur les lieux se défendent. Étant donné qu'on va au marché pour acheter quelque chose qui est à 400 francs, on ne peut plus revendre ça à 400 francs normalement, puisque nous effectuons moins de déplacements avant d'aller acheter. Du coup, le prix doit augmenter. Je l'ai acheté en gros au marché pour venir vendre en détail ici. Ce n'est pas un prix volontaire que nous donnons. Actuellement, il n'y a aucun produit qui a gardé son rythme normal. Tous les produits ont excédé. Si quelqu'un installe quelque chose, c'est pour tirer de bénéfices. Je ne peux pas aller payer quelque chose au marché à 250 et venir vendre ça à 200. Face à cette pratique qui prend l'allure d'une escroquerie ou vol commercial, certains patients formulent des propositions. Même s'il ne va pas diminuer, il faut que le gouvernement fixe un prix pour chaque produit. Tel produit, c'est à tel prix. Si le produit là est à 200 francs au prix unitaire, ce qui veut dire au grand marché, là où on s'approvisionne, ça ne doit pas être à 200 francs là-bas. Pour que nous aussi on puisse majorer un peu, le plus grand travail revient au gouvernement. Ailleurs comme au Ghana, lorsqu'un patient est admis à l'hôpital, il est entièrement soigné et paie la facture à la fin. Il n'achète rien dehors. Si cette mesure arrivée au Togo, elle mettrait fin aux arnaques des commerçants en face des hôpitaux. Le sachet de pure water qu'on vend 350, même à 300, dans ces lieux, c'est à 600, 700 et c'est déplorable. Une prise de conscience s'avère donc nécessaire à tous les niveaux. Comme on le disait, les luttes traditionnelles Evala ont débuté effectivement ce matin dans la Kosa. Le lancement a eu lieu sur le terrain de Pia Kanyalada. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Faure Eswazini Gnassingbé, entouré des membres du gouvernement et des personnalités étrangères. Alice Bert Barandao. Les Evala de Laoba Anvers ont remporté 14 sur leurs homologues de Laoho 8. C'est le score qui a marqué la fin des dures empoignades ce matin entre les lutteurs de Laoho contre les lutteurs de Laoba qui se sont montrés plus combatifs. C'est vers 11h à l'arrivée du chef de l'État Faure Eswazini Gnassingbé que les hostilités ont commencé devant un monde fou d'observateurs et de curieux. Après quelques heures de lutte, les Ahosa des deux coalitions se sont rencontrés. Les Laoba ont toujours remporté 8 sur 6 contre les Laoho. Quelques lutteurs se sont exprimés sur la technique utilisée et le sentiment de joie à la reprise des luttes traditionnelles. Non, les luttes cette année, ça s'est bien passé. Encore avec 2 ans sans lutteurs. Effectivement, ça nous a plu. Et ça a bien commencé. On a bien débuté. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de quelque chose. Et on remercie le Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous garde bien en forme et qu'on puisse continuer la tradition. On remercie aussi notre président pour son temps qu'il a pris pour venir nous assister. La matinée, là où on fait la cérémonie, là, on est quitté tôt à 4h.
aller lutter, essayer de lutter entre nous là-bas et se classer bien, voir les meilleurs buteurs. On est sorti aussi ici là, ça s'est bien passé. Comme les voilà aussi, c'était stoppé là. Maintenant, on avait eu peur de lutter, voir, parce qu'on a oublié, peut-être qu'on a oublié les plans. Bon, on est sorti, ça s'est passé facilement comme ça, puis c'est bon. Non, c'est très bon, c'est très bon. Avant de lutter, on nous a dit de porter nos cachinets d'abord et d'amener nos cartes de vaccination pour qu'on soit protégé contre la maladie. C'était Alice Berthe Barandao, Ghislain Boupessi, depuis Pia pour Radio Lomé. Bientôt, la proclamation des résultats du Bac 2. Invité du journal Magazine Pluriel, honorable Poro Katanga, député à l'Assemblée nationale. Il parle des questions de l'éducation au Togo et réagit au sujet des suicides de certains candidats ayant échoué à leurs examens scolaires. Poro Katanga, au téléphone de Yao Kamaki. Honorable Poro Katanga, bonjour. Bonjour, monsieur. Certains élèves, même s'ils ne sont pas nombreux, pour avoir échoué à leur examen, se donnent la mort, comme le cas d'un élève à Danigan le mois dernier. En votre qualité d'éducateur, quelles réactions et commentaires un tel phénomène suscite-t-il en vous? Merci à Radio Lomé, la mère de Radio. Surtout suicide d'un élève pour chaque examen, ma réaction c'est que j'éprouve du regret, car c'est simplement déplorable qu'un jeune, à la fin de l'âge, une force sur qui la nation est en droit de compter pour se construire sous la mort dans de telles circonstances. Et le commentaire que je fais, c'est des interrogations. Est-ce que c'est le seul fait de l'échec à son examen qui l'a entraîné au suicide? Et j'ai envie de dire que non. Beaucoup tentent de justifier ces suicides par des arguments discriminatoires et stigmatisants des amis élèves admis, de certains enseignants, de même que des parents des élèves victimes. Pensez-vous que de tels arguments suffisent pour qu'un candidat malheureux se donne la mort? À mon avis, ces arguments peuvent être vrais, mais pas suffisants à eux seuls. Qui voit un concours de circonstances et une conjugaison de plusieurs d'autres et beaucoup de situations dont ces arguments, bien entendu. Bref, je crois que c'est l'environnement dans lequel l'élève évolue ou bien il va évoluer jusqu'aux examens qui a commandé cet acte regrettable. Que faire pour prévenir ces morts inutiles dans nos sociétés? Bien, que faire? C'est que par rapport à ces arguments où il faut situer les origines ou bien les causes à plusieurs niveaux, il faut d'abord voir l'élève lui-même et ses collègues. L'élève lui-même, est-ce qu'il était rassuré en allant à l'examen? Quelles sont les relations avec ses collègues? Est-ce qu'en classe, il travaille bien ou bien il est parmi les derniers? Est-ce qu'il fait objet de moquerie? Ensuite, ces enseignants, dans l'encadrement et l'accompagnement, au niveau de chaque discipline, il faut savoir qu'il s'agit de BPC, c'est ça ou quelque chose comme ça. Donc, avec ces enseignants, quelle relation a-t-il avec chaque enseignant dans sa discipline qui l'accompagne? Est-ce que c'est des mots d'encouragement? Est-ce que lorsque l'enfant est en difficulté dans une discipline, l'enseignant concerné l'appelle pour comprendre et mieux lui expliquer les choses, ou bien tiens, langage de toi qui ne vaut rien, etc. Il y a également le chef d'établissement. Est-ce que le chef d'établissement tient parfois des langages de menaces, de renvoi pour ceux qui auront échoué, etc., etc. Et en dehors de ce milieu scolaire, il y a la famille. Et vous l'avez dit, le père, la mère, les soeurs, disons les parents. Quel est le langage autour de cet enfant? Parce que au niveau de l'école, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué en ce sens que parfois la situation, les relations prédisposent l'enfant à des comportements écarts comme on le constate. Et vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut en principe des psychologues de l'éducation qui s'occupent de nos établissements. Dans un grand établissement, il faut un psychologue de l'éducation. Et le psychologue de l'éducation, ce n'est pas seulement pour les élèves. Il sera là pour les élèves, il sera là pour les enseignants, pour les chefs d'établissement, les inspecteurs, même les DRE. Parce que vous voyez, un enfant qui est prédisposé au suicide, ça peut se remarquer s'il était suivi. C'est peut-être un enfant, quand il arrive à l'école, il est seul, il ne cause pas, il ne joue pas, il ne s'amuse pas, il ne s'approche pas souvent des autres, et personne ne le constate. C'est peut-être un élève qui arrive toujours en retard à l'école.
qui ne fait pas ses devoirs. Les personnes ne cherchent à comprendre pourquoi cet enfant arrive en retard, pourquoi il ne fait pas ses devoirs, souvent le temps simplement de paresseux. Peut-être qu'à la maison, il n'est pas avec ses parents directs et il est mal encadré. Quand je dis mal encadré, c'est que ça dit la charge des tâches domestiques. Il doit le dernier, il se réveille le premier. La corvée d'eau, etc., s'il est dans une situation pareille. Et il va arriver à l'école non seulement en retard, mais aussi fatigué. Au niveau des enseignants, vous savez, il y a des enseignants qui ont des comportements, mais personne ne s'en occupe. Et ça, c'est la tâche du psychologue de l'éducation. Vous trouvez des enseignants qui sont violents envers les élèves, qui arrivent en retard, qui tiennent des propos déplacés entre collègues enseignants, et parfois qui ne donnent pas du respect à sa hiérarchie. Donc, cet enseignant-là, il a besoin d'un accompagnement. L'inspecteur, c'est pareil. Les directeurs régionaux, je le dis pour la petite expérience que j'ai. Vous savez, parfois les directeurs régionaux sont sous pression de la hiérarchie à qui ils rencontrent de la situation. Mais en même temps, il a la pression du bas avec certains enseignants et même certains inspecteurs, vous risquez de le dire ainsi, c'est par rapport à ce que je sais, qui trouvent qu'il est un obstacle à la réussite de leur mouvement. Donc, ce directeur régional, il a aussi besoin d'un accompagnement, d'une prise en charge par le psychologue. Donc, bref, la solution pour moi, c'est que dans cet environnement scolaire-là, il faut un psychologue de l'éducation qui accompagne et l'élève, et l'enseignant, etc. Et ainsi, par rapport aux élèves, il peut détecter très tôt des cas d'élèves prédisposés. Ça peut être dans son langage. Peut-être qu'il dit à ses camarades à l'école, là, c'est difficile, hein. Quand est-ce que je peux mettre fin à ça? Ah, si ça continue comme ça, moi, vous ne me verrez pas un jour, hein. Ah, si jamais je suis à mon examen, vous ne me verrez plus avec vous. Et si les gens sont attentifs autour, ils attirent l'attention du psychologue qui approche l'enfant, l'écoute, et puis le conduit à petit coup pour leur avenir. Honorable député Katanga, aujourd'hui, le problème d'orientation scolaire se pose avec acuité. Pédagogiquement parlant, qu'entend-on par orientation et qui peut orienter un élève? Orientation, c'est quoi? C'est l'ensemble des conseils, des directives qu'on donne à un apprenant en tenant compte de ses aptitudes, de ses capacités et de ses attitudes pour qu'il puisse choisir un emploi à la fin de sa formation. C'est ça l'orientation scolaire. Maintenant, qui doit orienter? En principe, c'est les conseillers d'orientation. Parce qu'il y a une école, il faut être formé à la chose. Mais à défaut, n'importe qui peut donner des brilles sous forme de conseils, des brilles d'orientation. C'est qui? L'enseignant qui encadre l'élève pendant toute l'année, qui sait que l'élève est bon dans telle matière, peut conseiller cet élève d'évoluer dans telle discipline. Mais il n'a pas toute la compétence parce que ça ne suffit pas. En dehors de ce que l'élève peut faire dans la discipline, il faut d'abord voir si le métier que vous lui proposez l'intéresse. Et souvent, on ne tient pas compte de ça. Et parfois, il y a plus l'influence des parents. Donc aujourd'hui, tout le monde est dans l'orientation. Les parents disent, mon enfant, il doit être médecin. Mon enfant, il doit être ceci. Voilà comment il oriente l'enfant. Ça, c'est en fonction de ses désirs. Maintenant, les professeurs qui suivent l'enfant, qui trouvent que l'enfant est bien dans les matières scientifiques, il dira à l'enfant et il peut opter pour la série B ou la série C, etc. Mais aujourd'hui, l'orientation ne doit pas être simplement une affaire de série, mais c'est une affaire de métiers porteurs. Quels sont les métiers porteurs demain? C'est vers ça qu'il faut orienter nos enfants. Voir d'abord les capacités de l'enfant, les disciplines qui conduisent à ce métier. Est-ce que l'enfant le réussit? Maintenant, le choix des parents. Et ça, il faut travailler avec les parents pour leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes médecin que forcément votre enfant doit devenir médecin. Que l'enfant veuille ou pas. Et je dis bien qu'aujourd'hui, chacun essaie de donner quelques conseils. Ça, c'est des conseils, mais ce n'est pas l'orientation. Vous voyez, en fin d'année après le bac, l'université rassemble les nouveaux bacheliers en une séance, peut-être 2 heures ou une demi-journée. Ça, c'est pas de l'orientation, c'est de la sensibilisation. Pour moi, ce n'est pas encore l'orientation scolaire. Et l'orientation, ça devait se faire déjà à partir des classes de 5e, 4e déjà. C'est pas une séance qui fait l'orientation de l'enfant. De nos jours, en fin d'année académique, la tendance en taux de réussite dans beaucoup d'établissements est 100%. N'allons-nous pas vers des examens scolaires à l'issue desquels
tout le monde sera déclaré admis? Vous savez, il y a des écoles. Lorsque tous les élèves réussissent 100%, on trouve que le système n'est pas bon parce que le contenu c'est trop facile. Lorsqu'il y a beaucoup d'échecs, certains disent ah ça ne va pas. Pour d'autres, c'est bien qu'il y a des échecs. En principe, le système éducatif, c'est de donner certaines compétences à l'enfant. Si l'enfant a ces compétences, pourquoi on va le déclarer échoué? On donne une ouverture à l'enfant d'avoir des capacités intellectuelles pour raisonner devant n'importe quel problème auquel il aura à faire face dans sa vie active. Donc, le taux de 100% en lui, moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire avec mes collègues, mes collaborateurs, etc., que dès que dans votre classe, vous avez un seul élève qui a échoué, vous devez vous poser la question. Parce que votre mission n'est pas de conduire 80 ou 90% d'élèves à la réussite, c'est de conduire 100%. Pourquoi vous pensez qu'il faut que certains échouent forcément? Non. Nous, au niveau de l'enseignement, nous devons nous comporter comme vous m'expliquez un peu dans la Bible. Lorsque le pasteur, oui, il y a une seule brebis qui manque sur 100 ou sur 1000, il laisse les 99, il va chercher la centaine qui manque. C'est ça qui doit être notre comportement. Donc, un taux de 100%, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Là où le bas blesse, c'est de voir parfois comment ces 100% sont obtenus. J'ai fait le système, c'est ce que je dis. S'ils sont obtenus dans la normale, je dis bravo que c'est une bonne chose. Mais si les gens passent par des chemins, pour qu'on les critique, pour dire dans leur école, oui, ça va très bien, c'est toujours 100%, c'est là où c'est regrettable. La consultation des résultats par voie électronique est devenue la mode aujourd'hui, mais qui est diversement appréciée. Certains pensent que les candidats devraient assister physiquement aux délibérations, honnêtement honorables, sans votre manteau ni de politique ni d'ancien DRE. Quelle est votre position? La question que je me pose, est-ce que c'est le fait d'aller en masse à la proclamation qui ajoute quoi à la réussite? Au contraire, parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils arrivent à une proclamation comme ça, ils n'ont pas réussi, ils ne réussissent pas à la maison. Et puis avec l'évolution, pourquoi on trouve que la voie électronique c'est problème? Au contraire, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà à partir de votre maison, vous avez votre résultat. Vous n'avez pas besoin de dépenser 1 100 ou 2 100 pour aller à la proclamation, où il y a du bruit, parfois vous n'entendez pas votre nom. Après ça affiché, il faut mettre 1 heure de temps pour avoir droit au tableau pour vous battre, voir si vous êtes admis ou pas. Le papa, la maman, les parents est à la maison, il a le résultat de son enfant pour les compositions de passage. Vous savez, il y a des classes de passage où à la fin d'année, l'enfant, il s'arrange avec un autre ou un camarade qui prend le manteau des parents de l'élève et qui va retirer des bulletins qui lui remet. Pendant les vacances, le parent ne sait pas que l'élève a échoué. À la rentrée, c'est parfois après 3 semaines ou 4 qu'il se rend compte que son enfant a échoué, il est exclu. Il commence par se battre pour lui chercher une place. Alors que par voie électronique, si le directeur d'école donne les résultats de cet enfant qui est en 4e, en 5e ou en seconde, sur le portable de papa, maman ou bien du tuteur, le tuteur sait déjà avant la rentrée quelle est la situation de son enfant. Et puis pour aller à la proclamation, parfois il y a des accidents au retour ou bien à l'aller. Cette fenêtre politique, pour finir, honorable député, vous êtes en vacances. Pas scolaires bien sûr, mais en vacances parlementaires. Comment les passez-vous? Pour les vacances parlementaires, pour nous, les députés en général et les députés qui ont parti unis pour la République, c'est l'occasion pour nous de retourner sur le terrain. Vous savez, les élections que nous gagnons, ça se prépare très tôt. Si je vous donne l'exemple précis de ces vacances, nous, on sera sur le terrain. D'abord, pour faire la restitution des débats parlementaires. La restitution des débats parlementaires, c'est quoi? Pendant la session, nous avons voté certaines lois. Nous devons revenir vers la base pour expliquer à nos structures de base, pour que ces structures fassent le relais au sein de la population, qu'est-ce qui justifie qu'on vote telle loi? Ensuite, quel est l'objet de cette loi? Quel est le contenu? Et en 3, quelle est la valeur ajoutée? Quel est le rôle des députés? Et c'est là où on profite pour leur dire, toutes les doléances que vous nous portez, vous voulez un forage, vous voulez l'électrification des rues. Il ne revient pas aux députés de tracer les rues,
bien de faire des forages, bien sûr, s'il a la possibilité de le faire avec certains partenaires, il le fait. Mais son rôle là-bas, c'est le plaidoyer. Ça, la population ne le fait pas. Ensuite, nous mobilisons nos militants pour être prêts au combat à tout moment. C'est-à-dire que si tout de suite là, on dit, demain on va aux élections, au niveau de notre grand parti, on ne se cherche pas. Ensuite, nous expliquons à la population ce que fait le chef de l'État, tout ce que le gouvernement est en train de faire. Aujourd'hui, nous parlons déjà des élections régionales. Déjà, nous préparons nos militants pour ces élections-là. Et pendant ce temps, nos amis d'en face sont encore dans leur bureau, à la maison, à l'ONU. Et quand nous, on a déjà commencé la mobilisation et on va gagner, ils vont dire, voilà, on a poussé. Les élections ne se gagnent pas le matin du jour électoral. Ça se prépare très tôt. Donc, nous préparons le terrain de manière que nous soyons prêts, quel que soit le temps où on lance les élections. Et avec la politique de plantation des arbres cette année, nous allons faire la cérémonie le 1er juin, mais c'est pendant cette vacance parlementaire que les députés de la COSA pour nos constitutions, nous allons procéder à la plantation de nos 3000 arbres. Et puis nous recevons les militants, ceux qui cherchent à nous voir, qui n'ont pas eu le temps de nous voir, et après nous rendons compte à notre hiérarchie. Honorable député Poro Katanga, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous terminons par du football. Togo-Zambie, ce soir, à partir de 20h. Cette troisième sortie des éperviers dames est capitale car un succès vaut la peine pour se qualifier en quart de finale de cette CAN Maroc 2022. Fidel Mawina. Le Togo, en quête d'une première victoire dans la compétition, affronte la Zambie, 4 points et leader du groupe B. La conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce vendredi. Kai Tometi promet tout mettre en œuvre pour contenir le jeu de la Zambie. Nous allons tout mettre en bataille pour pouvoir contenir le jeu de la Zambie et les gagner. La défaite contre la Tunisie nous avait piqué dans notre amour propre parce que nous nous sommes fixés un objectif, passer le premier tour et tout faire pour aller en demi-finale. Donc, après la défaite de la Tunisie, on a beaucoup parlé, on a tiré des leçons, ce qui nous a galvanisé, ce qui nous a remobilisé pour jouer contre le Cameroun. Mais maintenant, nous sommes à 90 minutes d'une qualification historique. Je compte sur la détermination, les compétences personnelles, le talent de mes filles pour pouvoir gagner la Zambie. La rencontre sera dirigée par l'Ougandaise Shamira Nabada, journaliste et arbitre FIFA depuis 2018. Zambie-Togo, c'est ce samedi à 20h GMT au complexe sportif Prince Héritier Moulé Al-Hassan de Rabat de Casablanca, Fidel Maweda pour Radio Togo. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est fini pour aujourd'hui. Rappelons les titres qui ont composé ce journal. Les fidèles musulmans fêtent aujourd'hui Tabaski ou Aïd el-Kébir en référence au sacrifice d'Abraham à Lomé. Une prière musulmane a eu lieu à la mosquée centrale. Début aujourd'hui dans la causa des luttes traditionnelles et Vala en pays kabien et c'est en présence du chef de l'État fort et Sozania Singbe. Pendant une semaine, les jeunes vont se rivaliser d'ardeur pour cette pratique ancestrale. Lomé Container Terminal LCT élargit son espace. Cela va contribuer à créer des emplois au port de Lomé. La Chine et les États-Unis sont deux grands pays. Il est donc nécessaire pour les deux de maintenir des échanges normaux. C'est la déclaration du Chinois Wang à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Sport, football seront-elles en quart de finale de la CAN Maroc 2022? L'ambition du Togo face à la Zambie ce soir à partir de 20h a pour nom victoire. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s.
le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.